Figure Live, bonjour. Et si on lançait un moustique depuis Paris pour toucher une balle de golf à Moscou et qu'il fasse 5 fois le tour de la Terre avant de frapper sa cible? C'est un peu ce qui s'est passé cette nuit avec un satellite qui s'est écrasé sur un astéroïde. Bonjour Tristan V. Bonjour. Journaliste science au Figaro. Vous avez la paternité de cette comparaison, on va dire. Oui. Est-ce qu'on peut vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit? On va montrer ces images qui sont assez impressionnantes. La NASA a envoyé un satellite, je vais y arriver, un satellite pour toucher un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire, c'est ça? C'est ça, alors on parle plutôt de sonde planétaire ou de vaisseau spatial pour ce type de mission d'exploration. Mais oui, c'est l'idée. En gros, ils ont envoyé un vaisseau qui s'appelle DART, donc pour Double Astéroïde Redirection, j'allais dire Impact, mais c'est pas Impact, donc et surtout, Trajectory. Et surtout DART, ça veut dire fléchette. DART, ça veut dire fléchette en anglais. Donc l'idée, c'est d'envoyer ce vaisseau sur un petit astéroïde pour essayer de voir si on arrivait à le dévier de sa trajectoire. Alors évidemment, c'est pas un astéroïde qui menace la Terre, on pourra y revenir. L'idée, c'était juste de voir si l'humanité était capable de dévier un astéroïde de sa trajectoire si un jour... par hasard, on arrivait à détecter suffisamment en avance un astéroïde qui se dirige vers nous et qui présente un danger, de voir si on serait capable de faire quelque chose pour éviter la catastrophe. Donc là, c'est une phase de test, on va dire, pour plus tard, pour au cas où, un jour, on a un énorme astéroïde qui arrive, on lui enverra un satellite dessus pour le faire dévier. Ça rappelle quand même quelques petits films. Oui, bien sûr, c'est forcément... C'est un sujet qui a longtemps été pris un peu à la légère par les agences spatiales et de manière générale par les politiques aussi derrière. Ça a un peu changé avec la météorite de Tcheliabinsk, que je ne sais pas si vous vous rappelez, en Russie. Il y a une météorite qui est rentrée dans le ciel et qui a explosé à, je ne sais plus, c'était une centaine de mètres du sol. Ça a fait... exploser toutes les fenêtres de la ville, ça a fait un bruit incroyable, et c'était un tout petit astéroïde, et c'était en quelques mètres. C'était en quelle année ça? C'était, je crois, en 2012-2011. J'ai un trou de mémoire, mais peut-être 2011 ou 2012. Bon, on va vérifier. Et du coup, voilà, là, tout le monde a commencé à comprendre qu'en fait, cette menace... astéroïdes dont parlait la communauté, on va dire, des spécialistes des astéroïdes, c'était pas simplement jouer à se faire peur, c'était quand même une menace réelle. C'est pas une menace, on va dire, imminente, même si on connaît pas forcément la position de beaucoup d'astéroïdes de quelques dizaines de mètres qui pourraient représenter quand même une menace locale, on va dire. Mais voilà, c'est un danger qui est grand, le risque est faible, mais ça va se produire un jour. Alors un jour, est-ce que c'est un jour dans 10 000 ans, demain ou dans 30 000 ans? Ça, c'est difficile à dire, mais quand vous regardez la Lune, par exemple, vous voyez qu'elle est criblée d'impacts. Il y a un certain nombre de ces impacts qui sont, entre guillemets, récents. Alors récents aux échelles de temps géologiques, c'est pas, encore une fois, pas hier. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ce qui a fait disparaître les dinosaures, c'est l'impact d'un astéroïde. C'était il y a 66 millions d'années. Ça peut paraître loin à notre échelle. L'humanité a apparu il y a à peu près 1,5 million d'années, en comptant large, si on va dire les premiers hominidés. Mais voilà, ça peut se reproduire. Les probabilités d'impact sont loin d'être nulles. Et surtout, voilà, il y a plein de petits corps dont on ne connaît pas la position. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire un test grandeur nature, parce qu'en fait, on pourrait y revenir, mais ça peut paraître simple comme ça. Vous vous dites peut-être, voilà, je sais pas, c'est comme si j'envoyais une petite bille sur une grosse boule de pétanque. Voilà, on peut facilement savoir ce que ça fait. Mais en fait, pas du tout. On est dans un environnement de microgravité où en fait les choses ne se comportent pas du tout de la même manière. On y reviendra peut-être. On n'envoie pas les choses droites en fait. Il faut les envoyer avec une courbure. C'est encore un autre problème. Ça, c'est pour le viser. Donc ça, c'était la première étape. C'était est-ce qu'on arrivera à le toucher? Là, ça a été un succès total de la NASA. Donc ça, c'est la logique que je prenais. Le vaisseau est pas très gros. Il fait près. Le corps du vaisseau fait 1 mètre à peu près, 1 mètre cube, quoi. Mettons une grosse machine à laver.
une petite voiturette de golf, une petite Smart, vous prenez un peu l'image que vous voulez, peu importe, ça vous donne l'ordre de grandeur. L'astéroïde, lui, qu'on visait, fait 150 mètres de diamètre environ, donc c'est pas très grand, c'est la moitié de la Tour Eiffel. Donc il faut envoyer ça. Et donc là, l'astéroïde actuellement se situe à 11 millions de kilomètres de la Terre. C'est à peu près 28 fois, mettons 30 fois la distance Terre-Lune. Donc c'est assez loin. Et en plus, pour y arriver, comme dans l'espace, donc le vaisseau a décollé depuis la Terre, il a rattrapé l'astéroïde dans sa course sur le Soleil, et au final, le vaisseau a fait quasiment un tour du Soleil complet avant d'arriver sur sa cible et de le percuter. Une cible qui fait 150 mètres dans l'espace, complètement vide. Enfin, c'est assez incroyable, hein. Il faut voir que cet astéroïde double. Donc c'est un astéroïde double, hein. Il y a 2 corps. Il y a Didymos, qui est le corps principal, qui fait 800 mètres, et le petit, qui fait 150 mètres, qui est à côté. Oui, alors, on le voit sur ces images. Alors là, on le voit s'écraser sur le petit, mais il passe... Alors attendez, c'est pas ces images-là, c'est celui-là. Voilà. C'est des images réelles. Hein. Alors, voilà, c'est ce qu'on a vu. Alors ça, c'est très intéressant. Comment on arrive à avoir ces images-là là, on a le gros astéroïde à gauche, on passe à côté et on va s'écraser sur le petit. Et donc tout ça se fait... toute la navigation finale, donc il faut être évidemment extrêmement précis. On connaît la position de la sonde à quelques dizaines de mètres près dans l'espace, grâce aux antennes qu'on a au sol. Enfin, c'est assez ahurissant. On connaît sa vitesse à quelques millimètres par seconde près, alors qu'elle se situe à 11 millions de kilomètres. Et donc il a fallu déjà commencer par viser cet astéroïde. Il faut savoir que depuis la Terre, on le voit pas à l'œil nu déjà, cet astéroïde évidemment, on le voit avec des télescopes, mais on n'est capable de voir qu'un point de lumière. On distingue pas du tout la Lune, on peut pas résoudre la Lune, les deux nous apparaissent comme un seul point lumineux, et c'est juste par les variations de luminosité de ce point de lumière qu'on a déduit avant le lancement de la mission que c'était 2 astéroïdes. Et dont on a pu estimer leur taille à travers juste une courbe de lumière. On voit un point lumineux, on étudie comment sa luminosité varie, et après on fait des modèles et on arrive à... Déjà ça en soi, je trouve ça assez fantastique. Et donc on n'avait jamais vu cette lune. Quelque part, c'est un peu faux, hein. Les scientifiques étaient convaincus qu'il y avait une lune, mais quelque part, on ne savait pas s'il y avait une lune. On l'avait jamais vu on l'avait déduit, réellement. En fait, on l'avait déduit avec des calculs, mais on l'avait pas vu de nos propres yeux. On l'avait déduit de par les courbes de lumière, dont on sait que voilà, on les interprète, ces variations de luminosité, comme le passage d'une lune devant son corps parent. Mais voilà, on ne l'avait jamais vu. Et donc hier, jusqu'à 60 minutes avant l'impact, on n'avait jamais vu cette lune. Et donc là, à 60 minutes, on voyait 2 points. On commençait à voir apparaître un point très très ténu à côté de ce point un peu plus lumineux. Et petit à petit, voilà, c'était à peu près cette image-là. Ça doit être une demi-heure avant l'impact. Donc 60 minutes avant l'impact, on voit juste vraiment un point de lumière pour le premier astéroïde, un autre point. Là, c'est très accéléré, hein. C'est un stop motion. Là, toute cette phase d'arrivée qu'on voit prend après une demi-heure, donc on se rapproche doucement. Et c'est vraiment que dans cette dernière demi-heure où on voit le monde apparaître. Et ça, c'était fantastique, quoi, de voir ce monde apparaître qu'on n'a jamais vu, quoi. De voir ces rochers, et là, de voir la surface de l'astéroïde avec tous ces cailloux de différentes tailles, cette surface constellée, c'est ahurissant, quoi. On en reparlera peut-être, mais la forme de l'astéroïde principal est assez étonnante. Alors c'est peut-être lié à des jeux de lumière et d'orientation. La Lune est de manière assez surprenante exactement conforme à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire une espèce d'ellipsoïde fait de plein de cailloux. Et voilà, donc c'est assez fascinant. Hier, on a découvert vraiment en arrivant un monde, et donc là, on voit la sonde qui arrive sur la Lune en plein milieu. Elle l'a percuté vraiment en plein centre, exactement comme prévu. Autre chose fantastique, ça a donné lieu à un panache de poussière qu'on a pu voir depuis le sol. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à distinguer la Lune depuis le sol. Là, on le voit sur cette image-là. Donc c'est la collaboration Atlas, je crois que c'est un télescope qui est situé à Hawaï, je crois. Donc là, on voit l'astéroïde essentiellement Didymos, donc le corps parent, quoi, un point de lumière. On n'est pas capable de discerner la Lune, mais on voit cette espèce de nuage de poussière qui est émis par l'impact de la sonde sur la Lune. On ne sait pas du tout ce que ça donnait comme cratère encore. On ne sait pas du tout... j'ai pas encore réussi à avoir de spécialistes ce matin pour me commenter justement ces images d'Atlas qui sont sorties vraiment je crois vers 5 ou 6 heures du matin.
Mais je suis fasciné par l'ampleur du panache de fumée. Je me demande ce que ça veut dire exactement, dans quel sens Ça a il frappé. est. Voilà, comme ça, il me semble que la sonde allait quand même plutôt dans le sens de l'astéroïde, donc elle est arrivée par la droite. Et donc je me serais attendu à avoir un... Voilà, pareil avec notre réflexe terrestre, quoi. Je me serais attendu à avoir un panache du côté où la sonde est rentrée. On a l'impression que c'est de l'autre côté. Alors, soit c'est peut-être c'est la vue qui nous perturbe. Je sais pas, il faut que j'en parle là-dedans. Mais en tout cas, je trouve ça incroyable. C'est l'ampleur du nuage qu'on est capable de le voir depuis la Terre, alors que la Lune, elle, est pas visible. C'est ça. C'est fascinant. Le nuage fait plus que la taille Ouais. de ce qu'on voit. Regardez, voilà, on a l'impression d'avoir fait exploser quelque chose. On a l'impression d'avoir fait exploser la Lune, quoi. Alors, je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, bon, alors il y a un petit satellite italien qui s'appelle l'Ischia Cube qui avait été largué par la sonde un peu avant d'arriver, 2 semaines avant son arrivée, et qui devait prendre des images alors au moment de l'impact, puis survoler quelques minutes après l'impact le cratère. On n'a pas eu de nouvelles de l'Ischia Cube à ma connaissance. Quand on voit la violence de l'éjectage, j'espère que la sonde n'a pas été percutée, qu'elle a pu effectuer sa mission, parce qu'elle devait prendre des images, et ensuite, ça lui prenait un peu de temps pour les transmettre. La sonde, elle, pouvait le faire en temps réel, elle avait une grosse antenne qui lui permettait d'envoyer un gros débit d'informations. Le petit Lichia Cube, lui, est pas du tout équipé des mêmes moyens, et donc du coup, bah, voilà, il a un débit de... Vous imaginez des connexions à Internet 56K par rapport à de la DSL ou de la C'est fibre. quand même ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit ces images, et ces images, on les a vues en direct. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de diffuser, mais enfin, son image, on le savait, mais de diffuser des images comme ça. En vrai, aussi non, bien. on le savait pas forcément. Alors, on a eu un petit aperçu avec l'atterrissage du rover Perseverance récemment. On avait pu, dans les minutes qui avaient suivi l'atterrissage, disposer d'un film du rover qui se posait à la surface, qu'on n'avait encore jamais fait. Et moi-même, j'avais été surpris parce que on s'attendait à avoir des images de définition, mais pas aussi vite, pas autant. Voilà, les technologies quand même ont évolué à ce niveau-là. Et là, c'est une sonde qui est... Alors, elle n'est pas très loin de nous, hein, 11 millions de kilomètres, c'est 38 secondes de lumière. Donc, ça veut dire que le signal met 38 secondes à nous arriver. C'est beaucoup plus rapide, par exemple, que Mars, où il y a un décalage de plusieurs minutes. Mais voilà, c'est quand même assez fascinant. C'est pas un énorme satellite, hein, un cube. Et donc, voilà, il arrivait à nous envoyer des images. Genre, c'était quasiment un film, quoi. Je sais pas quel était le taux de rafraîchissement des images exactement, mais il y en avait clairement beaucoup, quoi. On avait l'impression vraiment d'être en live, quoi, de suivre, et puis d'être à bord de la sonde, à cheval sur la sonde. Effectivement, ils avaient des devoirs avec un niveau de détail assez impressionnant. On le disait tout à l'heure, le sol de cet astéroïde qu'on a touché, on voit très précisément de quoi il est fait, des rochers, c'est assez impressionnant aussi. Ah oui, c'est sur la dernière image qui a été prise, donc c'est quelques secondes avant l'impact, je sais plus que c'est 2 secondes. Il a réussi à envoyer une image 2 secondes avant de le percuter. Donc c'est du temps réel, quoi. C'est YouTube, quoi. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et la résolution est de 9 cm, je crois, par pixel. Donc voilà, c'est fantastique, quoi. C'est une meilleure résolution que Google Earth, quoi. Enfin, et donc on a envoyé ce satellite, c'est un satellite ça fait 500 kilos, c'est ça? Oui, il faisait un peu, peut-être 600 kilos au départ, et il avait un peu d'ergol avec lui consommable. Il faisait 550 kilos, je crois, quand il devait percuter l'astéroïde, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas très gros, hein, j'ai oublié la masse exacte de la Lune, mais ça se compte, je crois, en millions de tonnes. Donc évidemment, le rapport de poids, évidemment, est assez... J'ai comparé un moustique et une balle de golf, c'était en termes de taille et pas en termes de masse, mais quelque part, on doit être sur quelque chose d'un peu approchant, voire même peut-être de différence plus grande encore entre l'astéroïde et la masse de... Et donc on ne sait pas du tout en fait comment cet astéroïde va réagir. Ce qu'on sait, c'est que ça ne présente pas de danger pour la Terre, parce que c'est un astéroïde qui passe proche de la Terre, donc à 11 millions de kilomètres, mais pas
dangereusement proche, et on n'a pas percuté l'astéroïde principal, justement, mais sa lune, dans l'idée que, voilà, en touchant la lune, a priori, on n'a aucune chance de dévier son corps parent de manière notable. Et ce qu'on espère, c'est qu'en fait, comme la lune tourne autour de son astéroïde en à peu près 12 heures, on arrive à induire une petite déviation de trajectoire qui va très légèrement ralentir la course de la Lune autour de son astéroïde parent. Et donc, on va mesurer la période depuis la Terre, donc les courbes de luminosité dont je vous parlais tout à l'heure, pour mesurer. Donc, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va falloir multiplier les passages pour arriver à déceler les quelques minutes, quelques secondes de différence qu'il y a par rapport à avant l'impact. Alors après, quand on voit ce nuage qui est expulsé, je vous avoue que je me demande si la déviation va pas être plus importante que prévu pour la Lune. Est-ce que c'est possible de le détruire grâce à ça? Alors le détruire, il n'y a aucun modèle avant qui prévoyait sa destruction. L'impact est quand même super violent. Hein. La sonde, elle va la vitesse relative, c'est 22 000 km/h. Donc ça va vite. Ça va vite. C'est-à-dire qu'on peut faire 22 000 km en une heure, hein, c'est un peu une tautologie de dire ça, mais ça permet d'ancréliser, donc faire la moitié du tour de la Terre en une heure, donc ça va quand même très vite, et la sonde fait 500 kg, donc c'est quand même, voilà, c'est 500 kg, c'est un beau corps. C'est pas une smart, mais voilà, c'est une voiturette, quoi, c'est une petite voiturette sans permis, on va dire, qui est envoyé à 22 000 km/h dans quelque chose qui n'est pas non plus gigantesque, quoi, qui fait 160 mètres de diamètre, c'est la moitié de la Tour Eiffel, si je dis pas de bêtises, oui c'est 300 mètres la Tour Eiffel, hein, donc ça va être la moitié de la Tour Eiffel à peu près. Prenez un gros cube, vous le posez à côté de la Tour Eiffel, il faut qu'il arrive après la moitié de la Tour Eiffel, et donc vous envoyez là-dessus une petite voiturette sans permis très puissante. Donc là, comme ça, on se dit, bon, un gros caillou, une montagne, une voiturette, bon, on va pas non plus le détruire, mais là, il faut s'imaginer que c'est un corps qui est très faiblement cohésif. C'est un astéroïde, donc la gravité à la surface d'un astéroïde, la cohésion, la force qui lie, si vous voulez, l'astéroïde, c'est une feuille de papier, c'est moins qu'une feuille de papier sur ma main. Vous voyez D'accord, en fait, tout peut s'envoler, on peut dire, assez rapidement. En fait, la cohésion est très peu assurée. Donc, c'était une des choses que les scientifiques voulaient regarder. Ils se disent que voilà, donc il y a cette espèce d'agrégat de cailloux. Dimorphos, c'est assez conforme à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire qu'on pense qu'en gros, quand Didymos s'est formé, il tournait très vite sur lui-même, ça a éjecté de la matière autour de lui, qui s'est réamalgamé pour former cette petite lune. Donc on pense que c'est un amas peu cohésif, quoi, fait de plein de cailloux et de poussière qui tiennent ensemble, mais voilà, on souffle dessus. Vraiment, ça s'envole. On l'a vu avec deux missions qui sont allées voir des astéroïdes récemment, les astéroïdes Bennu et les astéroïdes Ryugu. Ces deux missions, une mission américaine, japonaise Hayabusa, et une mission américaine Osiris-Rex. Et on a vu que quand elles sont... Il y en a une qui a envoyé une petite bille d'acier à la surface, assez fort, comme un tir de pistolet, si vous voulez. Ça a vraiment vaporisé des milliers de cailloux. On ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi violent. Osiris-Rex, une des deux sondes s'est approchée très très près et elle a été mise en danger par juste les propulseurs ont envoyé des poussières. Ça a créé vraiment un petit cratère. Alors que c'est des propulseurs vraiment très très faibles, quoi. C'est comme si je soufflais un peu fort... voilà, donc il faut s'imaginer cette espèce d'amalgame, et donc on tape dedans très fort, et donc les scientifiques, ce qu'ils craignent, c'est qu'en gros la sonde elle rentre là-dedans un peu comme dans un tas de sable, si vous voulez, et que du coup ça l'englobe, du coup ça la récupère. Exactement, elle va se détruire, mais que ça dissipe complètement toute l'énergie de l'impact, et qui finalement on dévie très peu l'astéroïde. Parce qu'en fait, c'est une des craintes. Le choc serait, comme on pourrait le dire, encaissé par l'astéroïde. Exactement. Imaginez un coussin plein de billes de polystyrène, un fat boy, il a plein de polystyrène, vous l'ouvrez, vous lancez une balle très fort dedans, elle va être aspirée. À cette différence que là on est en microgravité, et que du coup, quand on lance ça et que les petits grains de polystyrène ils sont perturbés, et là du coup c'est ce qu'on voit sur l'image, et ça a donné lieu à un panache de fumée incroyable. Et donc du coup voilà, on se demande à quoi ressemble le cratère. Voilà, alors il y a une mission européenne qui aurait dû arriver avant la mission américaine
et qui aurait pu donc caractériser les astéroïdes à l'avance, observer l'impact, le nuage, le cratère, etc. Malheureusement, l'Europe et en particulier l'Allemagne ont renoncé à son financement, c'était je crois en 2013 ou en 2014. Et du coup, la mission a été mis en suspens, annulée même, disons clairement, elle a été annulée. Et les Américains ont finalement décidé d'y aller tout seuls. Et ce n'est qu'après après ça que finalement, en 2018, sous l'impulsion notamment du directeur de l'Agence spatiale européenne, allemand, Jan Werner, qui a décidé de remettre la mission sur les rails. Alors une mission un peu réduite, qui arriverait après l'impact. C'est la mission Hera qui décollera, je crois, en 2024 pour une arrivée en 2025 ou 2026. Et voilà, donc il va falloir attendre maintenant 4 ans avant de savoir ce qui s'est passé vraiment. Ouais, c'est un peu ça. Alors peut-être qu'on aura des nouvelles du 7 cube italien, là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'aurai plus de nouvelles dans la journée. Je vous en donnerai dans le journal de demain. Et après, il y aura aussi des études quand même depuis le sol. On va essayer les scientifiques vont observer les courbes de lumière. Le JWST, le James Webb Spatial Telescope. Il pourra regarder dans ce sens-là. Il a regardé pendant l'impact. Donc je pense que, vu le visuel qu'on a depuis le sol avec ce télescope d'1 mètre, je pense qu'avec le James Webb, on va avoir des images assez fantastiques. Je ne sais pas du tout quelles sont ses capacités de rafraîchissement, s'il est capable de faire des images comme ça très, très répétées pour avoir la dynamique de ce nuage, on peut l'espérer. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, peut-être demain, en fin de journée, je ne sais pas combien de temps le traitement de données prendra. Ça va durer encore pas mal de temps pour savoir ce qui s'est vraiment passé. On le disait, normalement, il y aurait dû avoir une mission européenne, si elle n'avait pas été annulée, qui serait partie en même temps, en fait. Elle serait partie un peu avant même. Elle serait partie en 2020 pour en arriver en 2019 pour arriver ou dans 2018 pour arriver en 2021. Et voilà, la sonde américaine, elle partait en 2021 pour arriver en 2022. C'est plus long d'aller vers une cible pour se mettre en orbite autour d'elle. Oui, parce qu'il faut le temps de se mettre en orbite, j'imagine. Il faut aller moins vite en fait, il faut accompagner l'astéroïde dans sa trajectoire, donc l'approcher plus, on va dire, délicatement. Alors que là, l'objectif, c'était d'y aller... Franco. Exactement. Donc les deux sont très différents. C'est un peu plus rapide, on peut le comprendre, d'y aller, de ne pas s'arrêter, de taper dedans, que de se placer autour. Et voilà, donc malheureusement, on va falloir attendre cette mission européenne, qui est sur les rails, qui est validée, qui va décoller donc en 2024. Donc voilà, on aura des nouvelles de Didymos et de Dimorphos. Mais pas dans 4 ans. Voilà, pas tout de suite. Et du coup, là, on a envoyé. Est-ce qu'il y a d'autres tests qui sont prévus sur d'autres astéroïdes ou Alors non, on n'est pas encore là? Non. Pour l'instant, c'était vraiment. Je pense que les scientifiques vont déjà attendre la mission Hera, parce que le but, c'est vraiment de comprendre quelle est la structure interne, quelle est la morphologie de chacun des deux corps. Donc la mission Hera, par exemple, elle va faire de la tomographie radar. Donc c'est une technique qui consiste en gros à, si vous voulez, passer l'astéroïde au scanner pour savoir comment il est structuré à l'intérieur, quelle est la quantité de vide, quelle est sa densité exacte, voilà, enfin, ce genre de choses. Et donc ce que vous expliquiez tout à l'heure sur les billes de polystyrène, pour vous donner une image, c'est vraiment ça. Quel cratère a formé la sonde, quelle est la quantité de déviation et comment on peut relier les deux paramètres pour que le jour où on identifie un satellite potentiellement dangereux, on sache quoi faire. Est-ce qu'il faut envoyer un vaisseau 10 fois plus gros? Est-ce qu'il faut l'envoyer 2 fois plus vite? Est-ce que ça servirait est-ce qu'il faut l'envoyer avec 5 ans d'avance parce que une fois qu'on a légèrement la trajectoire, plus on le prend tôt, plus on augmente l'effet, si vous voulez. Donc voilà, c'est tout ça qui va être qu'on va apprendre avec cette mission. Après, il y a plein de missions vers des astéroïdes qui sont prévues. C'est vraiment un domaine en pleine explosion. On a découvert ces dernières années vraiment des nouveaux mondes, quoi.
Là, les images que vous voyez typiquement à l'écran, là, c'est la vision un peu old school des astéroïdes. Ils ressemblent pas du tout à ça en fait. Ils sont constellés de rochers avec des angles très aigus. C'est vraiment des espèces d'amalgames de cailloux. Enfin, c'est assez étonnant quoi. Enfin, voilà, je suis enthousiaste. Enfin, c'était vraiment incroyable, c'était magique. Je sais pas comment. Je sais que peut-être pour le grand public, les images paraissent pas si incroyables. On est tellement habitué à voir des trucs des choses dans les films, des images dans les films, mais ça c'est réel quoi. C'est vraiment un vaisseau qui a découvert ces astéroïdes. C'est impossible de voir ça depuis le sol. On est à un niveau de précision et de détail. Encore une fois, on n'arrive même pas à distinguer qu'il y a 2 corps depuis le sol. Donc là, voilà, enfin, c'est ébouriffant comme. Est-ce qu'on peut rappeler la distance effectivement là, il est à 11 millions de kilomètres. On l'a choisi parce que justement, il serait proche de la Terre. Pas loin entre guillemets, bien sûr. Pas loin entre guillemets. Donc à 11 millions de kilomètres, c'est 30 fois la distance Terre-Lune à peu près pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce couple parce qu'au moment de l'impact, il serait pas loin, ce qui va nous permettre, en braquant les télescopes, ce qu'on a déjà pu voir sur les images que je vous ai montrées tout à l'heure. De voir le panache de débris qui s'est formé, qui est complètement hallucinant. Hein. Et la lumière qu'on voit, faut s'imaginer, hein, c'est pas du tout, c'est pas la lumière d'une explosion. C'est juste des cailloux. Je connais pas l'albédo exact, mais ça doit être généralement c'est noir comme du charbon, à peu de choses près. C'est très sombre. Et du coup, c'est juste le reflet du soleil sur ces bouts de charbon qu'on voit et qui donne cet éclat-là, quoi, qui est hallucinant. Enfin, cette image-là, elle est incroyable. On n'a jamais vu quelque chose... Où nous, on provoquait quelque chose comme ça aussi. Mais même quelque chose, même naturellement, on n'a jamais vu... On peut de temps en temps voir des impacts météoritiques sur la Lune. Ça fait comme un petit flash de lumière à la surface de la Lune. On a pu voir des geysers sur certains corps très gros du système solaire, donc des panaches, mais vraiment rien de comparable dans sa dynamique, dans son intensité, dans son éclat. Enfin, c'est voilà, par rapport... Enfin voilà, c'est ébouriffant. Alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais un astéroïde qui s'écrase sur la Terre, on en est où? Est-ce que c'est possible? Est-ce que sur un temps, est-ce qu'on pourrait voir ça d'ici la fin de notre vie à nous? Ça se compte en centaines de millions, en centaines d'années, en centaines de milliers d'années? Alors j'ai malheureusement, je vous invite à retrouver tous ces chiffres-là sur le site du Figaro, si vous tapez menace astéroïde. J'ai fait plusieurs articles là-dessus pour retrouver les chiffres exacts. En fait, en gros, il y a un rapport de probabilité et de taille. Plus un astéroïde est gros, plus les temps entre 2 astéroïdes sont longs de manière probabiliste. Après, c'est de la probabilité, quoi. Un astéroïde qui nous frappe, ça peut arriver demain. Alors demain, pas un corps de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres, parce que ces astéroïdes-là, on les connaît en très grande partie. Alors, quelques centaines de mètres, on ne les connaît pas tous. On pourrait avoir une surprise. Ça nous arrive de voir... mais voilà, quelques dizaines de mètres, clairement, on ne les connaît pas. On en connaît peut-être un faible pourcentage. Et ça, on en découvre parfois juste avant qu'ils passent à quelques dizaines de milliers dizaines, centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Donc on n'est pas à l'abri dans tous les cas. Et ça, voilà, alors ça arrive sur Terre, c'est pas la fin de l'humanité, mais un astéroïde, je sais pas, de 100 mètres, voilà, ça peut rayer Paris de la carte. Si ça tombe au milieu du Pacifique... ça fait des jolis tsunamis. Ça fait un joli tsunami. Voilà, c'est un risque, et ça peut arriver vraiment... Quand je dis que ça peut arriver demain, c'est pas très probable que ça arrive demain, et c'est possible que ça arrive demain, et en revanche c'est très probable que ça arrive, on va dire, dans les siècles qui viennent. Donc après c'est assez dur de... On a souvent cette image-là en science, hein, la notion de danger et de risque. Le danger, voilà, une falaise, c'est quelque chose de dangereux, mais si vous marchez à 100 mètres du bord de la falaise, le risque est faible. Si vous marchez à 50 cm de la falaise, le risque est élevé.
Mais la falaise en soi est dangereuse. Les astéroïdes, c'est un peu ça. Les astéroïdes, c'est dangereux en soi. Après, le risque est relativement faible, la probabilité d'impact est faible. Mais le danger est très grand. Donc si ça arrive, voilà, ça pourrait être catastrophique. Et on donc c'est pour ça qu'a été inventée cette mission et qu'il y a des organismes tout à fait sérieux. Un des grands, on va dire une des grandes pistes aujourd'hui de travail, c'est d'identifier ces astéroïdes qui représentent un danger potentiel pour la Terre et en faire des cartographies. Donc dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un télescope spatial dédié à cette tâche qui fasse un espèce de relevé systématique de ce type d'objet. Pour voir qu'est-ce qu'on craindrait. Pour voir pour identifier les dangers potentiels et mieux évaluer le risque qu'aujourd'hui on évalue plutôt en termes de probabilité. Donc là, jusque-là, voilà, ça c'est pour tout ce qui est du risque. Et maintenant, on l'a vu avec ces images, le but, c'est d'arriver à... une fois qu'on le voit et qu'il arrive, c'est d'arriver à le faire dévier de sa trajectoire, comme finalement dans les films. C'est bien pour ça qu'il faut aussi coupler ça à une mission de détection. Parce que si vous détectez votre astéroïde dans les jours qui précèdent l'impact, vous ne pouvez rien faire. Et déjà, vous n'avez pas le temps de monter une mission. Oui, parce que ça arrive vite quand même, cette histoire. On n'a pas un vaisseau spatial en stock qu'on puisse envoyer dans une fusée comme ça. Même si on avait mettons qu'on ait un vaisseau spatial en stock, un impacteur cinétique prêt à l'emploi avec sa fusée, voilà, il faut quand même le temps de mettre la fusée sur le pas de tir, de procéder aux opérations de la campagne de vol, etc. Tout ça, ça prend des jours au minimum, plutôt des semaines, si ce n'est des mois. Donc déjà, il y a ce temps-là qui est incompressible. Ensuite, il y a le temps de voyage. Et ensuite, il y a quoi qu'il arrive, la déviation qu'on pourra apporter reste minime. On n'est pas capable d'envoyer aujourd'hui avec les fusées qu'on a, même la fusée super puissante SLS de la NASA qui doit repartir vers la Lune, même avec ce type de lanceur, on n'est pas capable d'envoyer des charges monstrueuses à des vitesses extrêmement rapides. Donc il faut forcément s'y prendre très longtemps à l'avance. Et quand je dis très longtemps à l'avance, c'est des années au minimum. C'est qu'il faudrait anticiper, je sais pas, mettons, avec au moins 5 ans d'avance, ça laisse 1 ou 2 ans pour monter la mission l'impacteur, puis après 3 ans à la déviation minime qu'on va apporter à l'astéroïde pour lui permettre de s'écarter de la trajectoire dangereuse, tout en sachant qu'il ne faut pas non plus augmenter le danger. Là, on l'a vu, si on pulvérise trop l'astéroïde, voilà, on va se retrouver avec une pluie d'astéroïdes plutôt qu'un gros astéroïde. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Tout ça, c'est des questions qui font l'objet de débat et qui sont encore de réflexion, de débat, je sais pas, oui, on peut dire débat, mais c'est plutôt de réflexion, quoi, de la part des scientifiques. Voilà, donc c'est plein de questions en suspens, et c'est pour ça qu'on a envoyé ce test, c'est pour avoir une première idée de qu'est-ce qui se passe vraiment quand on balance un vaisseau de 500 kg sur un tas de cailloux faiblement cohésif, en microgravité. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc on a quelques réponses, mais on a surtout de nouvelles questions, plus. Ouais. Comme souvent en science. Voilà, comme souvent en science, une fois qu'on a trouvé à peu près une solution ou pas vraiment, ça repose pas mal de questions et on sera là pour les suivre. Merci en tout cas Tristan d'avoir été avec nous. Merci à vous Internet d'avoir été nombreux à nous suivre. On va se passer encore ces petites images en boucle dans un petit moment et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live.